Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Classe Affaires. Nord-Isère Économie et Présence, partenaire des entreprises de votre territoire. Bonjour à tous, très heureux de vous accueillir dans Classe Affaires, le club de l'économie en Isère. Vous le savez, chaque mois, nous découvrons les entreprises qui font la richesse de notre département. Avec des experts, des témoins, des reportages, nous décortiquons les rouages de l'économie. Pour nous accompagner, bien sûr, Alain Denisot, mon complice. Bonjour Alain. Bonjour Christophe, bonjour à tous. À distance, cette fois-ci, vous êtes, je le rappelle, le président du directoire de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Vous êtes notre expert. Aujourd'hui, on va être optimiste pour ne pas broyer du noir. On évoque ensemble de belles perspectives économiques. Oui, on va se projeter dans l'avenir à 1 an et à 4 ans avec les Jeux Olympiques. Tout d'abord de Tokyo et puis de Paris, sans pour autant totalement oublier le contexte sanitaire, puisque Tokyo c'est demain, donc voilà, nous saurons faire un peu le panorama. Et puis il y aura aussi dans la deuxième partie la question de l'internaute. Effectivement, les intérêts de la location en meublé non professionnel. Voilà, question rapide et réponse rapide également, je crois. Parfait. Alors on a beaucoup parlé ces dernières semaines aussi des plateformes de e-commerce et notamment de ces géants mondiaux accusés de creuser la tombe des boutiques traditionnelles. Et si ce type de commerce était aussi une opportunité de développement, s'il pouvait apporter une bouffée d'oxygène à nos territoires, on en parlera avec deux invités dans un instant. Et puis focus sur l'essence même du métier d'entrepreneur, le goût du défi. C'est ce qui a poussé Christelle Yvangine-Boger à reprendre la biscuiterie Louva à Saint-Joire-en-Val-d'Aisne, ou comment profiter de l'expérience et du savoir-faire tout en apportant des idées nouvelles. Une découverte qui va sentir bon la pâtisserie. Voilà pour le sommaire, c'est parti. Installez-vous confortablement pour un nouveau voyage en Classe Affaires dans le club de l'économie en Isère. Ils approchent à grande foulée les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Ce sera en 2024, le plus grand événement jamais organisé en France, avec près de 15 000 athlètes, 20 000 journalistes, 4 milliards de téléspectateurs. Les chiffres sont impressionnants et illustrent bien l'ampleur de cet événement mondial sur les plans sportifs, médiatiques, mais aussi économiques. Alors Alain, est-ce que pour un pays organisateur, les JO, c'est une bonne affaire économique ou un mauvais calcul ? Je dirais qu'on n'a jamais vraiment réussi à déterminer précisément si c'était une bonne affaire ou un mauvais calcul et tout dépend finalement de la maîtrise qu'il peut y avoir des éléments budgétaires. Il y a un bon exemple dans l'histoire des Jeux, c'est Los Angeles 1984, qui sont sortis positifs dans leur compte de résultats, voilà, quelques centaines de millions. Et puis surtout, il y a de très mauvais exemples, on peut penser à Sochi, on peut penser aux Jeux de Pékin en 2008, qui ont quintuplé leur budget, et puis les Jeux d'Athènes, où des installations sportives de haut niveau sont restées abandonnées. Et finalement, la question c'est est-ce que c'est un enjeu économique ou est-ce que c'est un enjeu de notoriété pour le pays? Ce qui est clair, c'est que pour Sochi en Russie et puis pour Pékin en Chine, je pense que l'enjeu pour les pays concernés était bien au-delà des enjeux économiques. Alors on ne peut pas évacuer évidemment la question de la crise sanitaire, on y reviendra dans un instant. Simplement qu'on comprenne bien les ordres de grandeur, quels ont été les coûts associés aux Jeux Olympiques, dont les montants sont souvent faramineux. Alors si on veut aller sur les plus extrêmes, Sochi et Pékin, on est à 40 milliards chacun. Les Jeux de Tokyo étaient prévus pour 2020 avec un budget de 11 milliards. Ce que disent aujourd'hui les économistes, pas les autorités mais les économistes, c'est que le décalage d'1 an, avec les reports, le maintien des installations, toute la déprogrammation des athlètes, devrait rajouter à cette facture de 11 milliards environ 5 milliards. Donc on serait à 16 milliards. Si on veut faire un comparatif avec les Jeux de Paris 2024 qui vont se dérouler, donc on est dans le prévisionnel, ces Jeux malgré tout ont une chance. C'est qu'ils n'ont pas donné lieu dans leur attribution à une surenchère. Parce que je vous rappelle qu'il y avait 2 villes candidates, Los Angeles et Paris, et que ces 2 villes se sont partagées les 2 dates disponibles, 2024-2028. Donc aujourd'hui, sur les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 de Paris, on est sur une enveloppe environ de 7,5 milliards.
ce qui serait extrêmement raisonnable dans un contexte de JO. Quand on parle de ces Et pour être budgets, précis, cette enveloppe est contenue, principalement, si elle est contenue, parce que les Jeux Olympiques de Paris vont s'appuyer à Paris, en Île-de-France, mais aussi dans l'ensemble de la France, sur des infrastructures existantes. voilà, Et quand on ça, parle c'est de un vrai de ces atout pour... montants, il y a les infrastructures et puis il y a tout le fonctionnement autour des Jeux, hein. C'est ce qui fait les Il y a montants bien sûr faramineux qu'on toute évoque. l'organisation. Si on veut faire un partage un peu grossier, hein, la moitié de l'investissement est lié aux infrastructures. Donc bien sûr les infrastructures sportives, les stades, les piscines, tout ce qu'on peut imaginer pour des événements de cette ampleur. Les accès également, accès routier, parking, accès ferroviaire. Et puis l'autre partie, c'est l'organisation. C'est l'accueil des athlètes, c'est la cérémonie d'ouverture, c'est le parcours de la flamme, c'est toute la billetterie, c'est tout ce qui est autour de l'hébergement des athlètes hein, en termes de coûts opérationnels. Et donc sur un budget de 7,5 milliards, on est environ à 3,5 milliards, 4 milliards pour chacune des deux parties en France pour Paris 2024. Alors Tokyo, l'été prochain, ça sera les premiers Jeux post-Covid. Est-ce que les ambitions peuvent être les mêmes en termes d'organisation après cette crise sanitaire? Disons, ce qui est compliqué, c'est que les organisations des Jeux de Tokyo 2020-2021 sont parties sur un modèle et sur un format dont la plupart des dépenses ont été engagées. Donc restent aujourd'hui simplement les dépenses, on va dire, d'organisation physique des Jeux. Alors il y a quelques économies qui sont prévues, on cite environ 250 millions d'économies, mais qui sont totalement marginales, que l'on situe sur un budget de 11 milliards, qui était le budget initial, ou 16 milliards, qui est le budget qui est évalué par les économistes. Par exemple, le nombre de sportifs va rester le même, pour laisser l'ensemble des compétiteurs, des compétitions, des activités les mêmes chances. En revanche, les délégations d'accompagnement vont être réduites, mais vont être réduites de 10 à 15%, ce qui est totalement marginal par rapport à l'ampleur des Jeux. Donc non, je pense qu'une fois que le train vers l'olympisme est parti pour une grande métropole, pour un pays, son budget est calé et il est très difficile de faire des économies si on veut garder des choses correctes. Alors on peut toujours effectivement diminuer un peu la cérémonie d'ouverture, diminuer tout ce qui est autour, la dimension festive, mais les principales sommes sont engagées ou sont à engager. Bon, parlons de Paris, ce sera donc du coup en 2024. Est-ce que le mode d'organisation, l'ampleur de l'organisation pourrait être revue à la baisse pour avoir une organisation un peu Alors, plus modeste? on a deux chances, on a trois chances. C'est d'avoir tout d'abord les Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024 qui vont se dérouler dans l'ensemble du pays. Mais les deux chances, c'est celle que je cite d'abord qu'il n'y a pas eu de compétition de surenchère pour obtenir ces Jeux. C'est-à-dire que les précédents Jeux, il y avait une surenchère économique d'installation, d'équipement, d'accueil des athlètes, qui bien évidemment était coûteuse, et que la candidature de Paris ne s'est pas inscrite dans cette logique-là. La deuxième chance, c'est qu'après les dérives des Jeux, notamment de Sochi et de Pékin, le CIO, avec tout ce qu'on peut lui reprocher, mais aussi avec toute la structure qu'il peut avoir, a souhaité avoir des Jeux plus raisonnables, plus, entre guillemets, dans l'air du temps, plus écologiques, plus développement durable, s'appuyant plus sur les infrastructures. Donc la candidature de Paris serait un peu une première candidature d'un nouveau format de jeu, plus économique, plus frugaux, entre guillemets, mais qui permettent aussi aux sportifs de haut niveau de s'exprimer. Donc voilà, on peut tous souhaiter que ces jeux qui visent avant tout à valoriser les performances de nos sportifs et puis des nations qui les soutiennent, rentrent dans cette logique un peu d'économie, de développement durable, de réutilisation des installations. Et d'ailleurs, une des thématiques des Jeux de Paris 2024, c'est l'héritage. C'est-à-dire que les organisateurs des Jeux souhaitent que les installations, que les bases arrières des Jeux servent au public, aux jeunes, à des équipements sociaux, pour perdurer et avoir un usage à l'issue des JO. Donc voilà, les Jeux de Paris sont dans cette logique-là. Pour ces Jeux de Paris, on va devoir faire quelques ajustements. Alors on réévoque une nouvelle fois la crise sanitaire, mais pas uniquement. Oui, alors il y a des ajustements qui forcément vont essayer d'être faits, notamment sur l'aspect organisation, sur tout ce qui est autour, pour ne pas nuire à la qualité des performances. Mais il faut aussi se dire, et les événements récents ne nous contrediront pas, c'est qu'il y aura certainement aussi des coûts supplémentaires en termes de sécurité. Donc globalement, l'ambition d'un budget autour de 7,5 milliards, 8 milliards,
voilà, il y aura des compensations, mais globalement, je pense que ce serait une belle ambition si on peut la tenir. Alors, étant entendu aussi qu'il y a des partenaires privés, des sponsors, qui vont accompagner ces jeux et que, on va dire, leur échéance dans 3 bonnes années les rendent à la fois attractives dans la capacité à prendre une décision éclairée dans les temps qui viennent et suffisamment lointaine de la crise Covid pour qu'effectivement on rentre dans des cycles certainement différents de ce que l'on a vécu précédemment, mais attractifs. Bon, puis là, évidemment, ces jeux et les investissements que ça représente, c'est aussi des opportunités pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on a déjà des idées, des retombées éventuelles sur notre région? Oui, alors l'intérêt des Jeux Paris 2024, qui sont structurés très différemment des Jeux précédents, c'est que ces Jeux se veulent inclusifs et donc veulent bénéficier à l'ensemble des acteurs économiques du territoire qui les accueille, quand je dis territoire, du pays qui les accueille. Et donc, les Jeux qui portent l'appellation de Paris ont pour ambition de profiter à l'ensemble des acteurs économiques de tous les territoires. Alors, il y a déjà plusieurs dimensions. La première, c'est que des épreuves vont se dérouler dans toute la France, donc sur des installations préexistantes ou des installations à créer, ça c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est que les équipes olympiques dans l'ensemble des disciplines vont avoir besoin de bases arrières. Et par exemple, on peut citer en Isère plusieurs villes qui vont servir de base arrière à des équipes olympiques. Ça va être le cas de Bourgoin-Jallieu, de Voiron, des Chirolles, de Sassenage pour l'Isère. Et puis, une des options des organisations des Jeux, du COJOP, c'est de faire en sorte que l'accès des entreprises au sens large à la construction de ces Jeux soit le plus ouvert possible. Et donc, il y a deux organismes qui accompagnent cette accessibilité. D'une part, le MEDEF, qui a créé une plateforme Entreprise 2024, où apparaissent sur cette plateforme tous les appels d'offres nécessaires aux Jeux, dans les transports, dans la restauration, dans l'hôtellerie, dans le bâtiment, dans les voiries. Et puis une autre plateforme qui est soutenue par les chambres d'économie sociale et solidaire, qui vise en fait à fédérer les entreprises de l'économie sociale pour qu'elles participent aussi à l'élaboration de ces jeux, et si possible en créant des groupements, alors on peut dire consortium, mais plutôt des groupements entre des grandes et des petites entreprises, entre des entreprises, on va dire, du secteur marchand, et puis des entreprises de l'économie sociale et solidaire, pour faire en sorte que les acteurs économiques du territoire, des territoires, bénéficient de ces jeux. Et d'ailleurs, en tant que Caisse d'épargne et groupe BPCE, nous accompagnons cette démarche, et nous avons une démarche bancaire que nous appelons Entreprendre 2024, qui accompagne à la fois ces deux plateformes, mais aussi les entreprises qui vont soumettre à ces appels d'offres. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir des jeux inclusifs qui portent l'économie des territoires et qui ne soient pas réservés uniquement aux grands groupes que l'on a tous à l'esprit. Et des jeux qui irriguent tous nos territoires. Merci Alain. Les Jeux Olympiques à Tokyo l'été prochain, à Paris en 2024, pour un coût de 7 milliards et évidemment autant d'appels d'offres pour de nombreuses entreprises. Un nouveau produit made in France et 100% naturel. Que demander de plus? Le tableau est parfait, surtout quand on précise que sa production est basée sur de l'insertion sociale. À Grenoble, un jeune entrepreneur a mis au point une alternative au film alimentaire plastique. Une innovation basée sur un mélange de coton et de cire d'abeille. Ça s'appelle Cirophane. Reportage de Laurie Baillet. Adieu plastique et film jetable, Cirophane est un emballage alimentaire naturel réutilisable des centaines de fois. Fabriqué en tissu 100% coton, certifié bio et en cire d'abeille pure, il est conçu à la main ici au cœur de Grenoble. Il s'utilise comme couvercle pour un bol, un plat ou pour emballer un sandwich. Voilà une alternative écologique. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits zéro déchet qui nous étaient très utiles, mais qui n'étaient pas toujours aussi performants qu'on aurait pu le souhaiter, et surtout qui étaient souvent importés, ce qui avait quand même peu de sens pour des produits zéro déchet qui sont là pour minimiser un petit peu notre empreinte écologique. Et donc on s'est dit que c'était le moment de proposer une alternative qui soit 100% faite en France et 100% naturelle. La cire d'abeille a des vertus antibactériennes. Elle permet d'imperméabiliser le tissu et procure également ce côté légèrement collant qui lui permet d'adhérer au récipient. Bien utiliser son Cirophane, c'est alors le froisser un petit peu les premières fois, le laver avant la première utilisation, et puis se chauffer les mains
et une bonne pression sur les côtés du récipient ou sur le sandwich ou le fruit qu'on emballe. C'est du tissu qui est imbibé de cire d'abeille, donc il ne faut pas le mettre face à des températures trop élevées. On va le laver simplement à la main avec de l'eau froide et puis du savon de Marseille ou du produit vaisselle naturel. Sirophane concilie écologie et social. L'entreprise emploie une dizaine de personnes, dont la moitié au sein d'un centre d'insertion sociale et professionnelle pour personnes en situation de handicap. Ce film Sirophane, on vous l'a dit, cela avait peu donc être réutilisé, ce qui permet de compenser le coût d'achat. Il permettrait d'économiser environ 6 rouleaux de cellophane classique. Suite de notre émission, quand on évoque les plateformes de e-commerce, et on en parle beaucoup ces dernières semaines, eh bien on imagine tous, tout de suite, les 2 ou 3 grands géants mondiaux, plébiscités par les consommateurs, et pourtant décriés, accusés des pires maux. Et si finalement ces mastodontes étaient les arbres qui cachent une forêt naissante, et si ce modèle économique devenait une opportunité de développement pour de nombreux commerces traditionnels, et si finalement on donnait une chance aux plateformes de territoire. Pour en parler, nous accueillons 2 invités. Alban Grandazzi, bonjour. Vous êtes Bonjour. à Paris, merci d'être avec nous, professeur de marketing à Grenoble École de Management. Vous êtes également membre de la chaire Territoire en transition à GEM. Et Marc Bordier est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de l'IRECA, vous venez de reprendre la librairie Artaud. Et vous êtes aussi un ancien cadre de chez Amazon, plus particulièrement chargé du livre. Votre éclairage nous sera intéressant. Alban, on peut peut-être commencer par définir ce qu'est une plateforme. On en a peut-être une vision un peu trop particulière. Oui, alors très simplement, une plateforme, c'est un lieu d'intermédiation entre une offre, une demande, un lieu où se génère de la valeur par les données personnelles. Les grosses plateformes en sont un bon exemple, et où cette valeur se partage selon, là encore, des modèles différents selon les plateformes. Se partage entre utilisateurs, plateformes, producteurs. Donc voilà, très simplement, c'est ce qu'on appelle en anglais un marketplace, et un lieu d'intermédiation entre un offre et une prêt. Toutes les mots finalement sont. Une marketplace, alors on vous entend assez mal, mais une marketplace qui se base sur un savoir-faire particulier, et je veux bien qu'on insiste là-dessus, qui est la gestion de la donnée. Tout à fait. Comme je le disais, donc la gestion est au cœur de la valeur finalement créée par les plateformes. On le voit avec les grosses plateformes. Vous citiez Amazon, Cdiscount, voilà, des grosses plateformes qui permettent de générer de la donnée et d'en générer de la valeur économique. Donc, ces données et l'importance de ces données, elles soulignent aussi la taille que doit atteindre la plateforme. Plus la plateforme est grosse, évidemment, plus elle va générer de la valeur. Donc, la question de la taille, atteindre la bonne taille pour la plateforme, est très importante dans la génération possible de valeur. Et si ces plateformes sont parfois décriées, c'est justement parce qu'elles sont énormes, et quand on dit énorme, c'est vraiment des géants qui pèsent très très lourd sur le marché mondial, et qu'elles sont souvent accusées des pires maux. Oui, c'est vrai que le scandale de ces derniers jours où Amazon est un petit peu le bouc émissaire finalement de tous ces maux, les maux du confinement, les maux de l'emploi, les maux des conditions de travail. Alors, effectivement, c'est un débat qui se polarise peut-être un petit peu trop fortement sur cet acteur, et qui oppose, c'est vrai, un petit peu les plateformes contre les méchantes plateformes contre les gentils petits commerces. Donc le débat n'est pas aussi simple, et vous le citiez en introduction, il y a plein de modèles possibles de plateformes, et nous, c'est vrai qu'au sein de la chaire Territoire en transition, on étudie déjà ce que sont les plateformes et les modèles alternatifs possibles de plateformes. Alors on va revenir sur ces différents modèles avec vous dans un instant. Marc, vous qui avez participé au développement d'Amazon, notamment dans le livre, les plateformes sont
je le disais, parfois décriées, mais en tout cas, elles sont plébiscitées par les consommateurs. Qu'est-ce qui fait leur succès? C'est justement qu'elles pensent en premier aux consommateurs, avant toute chose. C'est la clé du succès. Et c'est ce que doit faire tout entrepreneur qui aujourd'hui veut développer son activité, partir du besoin du client, écouter son client et concevoir un très bon service pour répondre à ce besoin. Quand il achète en ligne, un client, il cherche quoi avant tout? Il cherche un grand choix. Donc, il veut pouvoir choisir entre des centaines de milliers de produits. Il veut des prix qui soient attractifs et il veut une bonne disponibilité. Il a envie de recevoir ses produits relativement rapidement. Voilà, donc c'est assez simple en fait. Ce que veut le consommateur est assez simple. Alban, vous évoquiez les différents modèles de plateformes. Quels sont ces modèles? C'est vrai que quand on détaille ce que sont les plateformes, quand on parle de plateforme de territoire, il y a à la fois la production finalement qui peut être locale, mais aussi la distribution. Donc quand je dis production, ça va être tout ce qui touche notamment au circuit court. On a des exemples dans l'alimentaire. Et ce qui touche à la distribution locale, ça va être quel moyen de distribution on met en œuvre pour notamment les livraisons, mais pas seulement, les points relais. Aujourd'hui, on parle beaucoup du click and collect. Donc, dans le modèle de la plateforme, il y a effectivement le volet production, le volet transport, mais aussi le volet statut finalement des contributeurs de la plateforme. Est-ce qu'ils collaborent sur plusieurs plateformes? Est-ce qu'ils sont salariés de cette plateforme? Est-ce qu'ils bénéficient de la valeur créée par la plateforme? Donc, ça touche plein de sujets, à la fois sur la production, à la fois distribution, et enfin sur les contributeurs de ces plateformes. Enfin, le choix du consommateur et pas forcément guidé par les mêmes motivations. Vous parliez d'efficacité sur Amazon. Tout à fait, c'est vraiment l'argument qui est souvent mis en avant pour recourir à Amazon. Dans ces plateformes territoriales locales, d'autres arguments qui sont mis en avant. Vous évoquez ces plateformes de territoire, alors vous y travaillez dans la chaire territoire en transition AGEM. Quelques exemples, moi je ne suis pas un spécialiste, quelques exemples, est-ce qu'il en existe déjà de ces plateformes locales, entre guillemets? Oui, là on est à Grenoble, donc par exemple, je citerai des plateformes émergentes comme En bas de ma rue, financée par la CCI. Alors ça reste émergent. Il y a des plateformes aussi qui se positionnent au service des collectivités, qui sont là pour offrir des vitrines digitales au commerce, donc qui se positionnent finalement comme un intermédiaire entre les collectivités et les petits commerces. On peut citer aussi Ma Ville Mon Shopping, qui est une filiale de La Poste, un de nos partenaires. Donc il y a beaucoup de petites initiatives au sens petite, parce qu'il y a myriade de plateformes au niveau des territoires. L'étape d'après, c'est de pouvoir les agréger, parce que comme je le disais au début, la taille est importante, et si on reste avec cette myriade d'offres, on ne va pas pouvoir atteindre une efficacité suffisante pour le consommateur. Bien sûr. Et les commerçants traditionnels sont prêts. Aujourd'hui, vous le disiez, il faut trouver un modèle d'organisation, d'animation de ces plateformes. C'est un autre métier quand même que le commerce en boutique traditionnel. Et tout à fait, c'est vrai qu'avec ce deuxième confinement, on a entendu pas mal de témoignages dans la presse, dans les médias, de commerçants qui disaient moi, je veux bien y aller, j'ai besoin d'y aller, je suis au pied du mur, mais je ne sais pas faire. C'est pas mon métier. Créer une plateforme, on peut penser que c'est facile, mais bien sûr, c'est un métier à part entière, que ce soit dans l'infrastructure numérique, dans l'animation, dans la gestion des données. Donc, c'est pour ça qu'il y a des plateformes intermédiaires qui se créent. Et donc, en fait, il y a plusieurs stratégies, tout simplement selon qui on est, quoi. Si on est SNCF dans le début des années 2000, oui, on a pu créer Voyage SNCF.
Si on est un petit commerçant, on n'a pas intérêt forcément à créer sa plateforme pour soi tout seul. Donc tout dépend de sa taille et de son style de produit. Alors, comment faire de ces plateformes un levier de développement? J'aimerais avoir le témoignage de Marc Bordier. Vous avez, je le disais, racheté la librairie Artaud, une enseigne emblématique ici à Grenoble. D'abord, pourquoi ce défi, tiens? Parce que je suis un passionné de livres. Ça fait 11 ans que je travaille dans le domaine de la librairie en ligne et j'ai souhaité franchir une nouvelle étape dans ma vie professionnelle en reprenant une librairie pour la développer sur son cœur de métier, la librairie physique, et dans la vente en ligne, parce que c'est quelque chose que je connais assez bien. Voilà, il s'agit du coup d'avoir cette parfaite complémentarité entre le commerce traditionnel et une future plateforme, parce que le projet, c'est bien ça, c'est de créer une plateforme spécifique de vente de livres. Tout à fait. Nous avons comme projet de développer Artaud dans son cœur de métier, donc la vente de livres dans la librairie physique, en enrichissant notamment son offre de livres, en faisant passer de 60 000 à 80 000 le nombre de titres en stock, et lorsque la situation sanitaire le permettra, en renforçant sa politique d'animation, de rencontres, de débats, parce que la librairie Artaud, c'est aussi un lieu de vie culturelle, et c'est un lieu qui est communautaire, chaleureux, convivial, et qu'on entend développer dans sa dimension locale. Ça, c'est le gros avantage du magasin physique. Et tout puis, à fait. En plus, Artaud à Grenoble avec cette boutique emblématique, historique. Hein. Et alors après, il y a la complémentarité en ligne. Tout à fait. La complémentarité en ligne, ça consiste à proposer des livres sur Internet à des publics qui sont éloignés. Ça peut être des personnes qui habitent un peu loin des grandes villes et donc des librairies, ou des personnes qui vivent à l'étranger. Et donc c'est ce public-là que nous allons viser avec un nouveau projet de librairie en ligne que nous lancerons en 2021. Donc ce projet, il est tout à fait nouveau, avec une nouvelle entité, avec la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est la passion du livre, le savoir-faire, la prescription? Elle est double. D'une part, il y a effectivement, comme vous le dites, la connaissance du livre. Artaud, c'est une équipe de libraires professionnels. Ils sont capables de conseiller des livres avec beaucoup de talent. Ils connaissent les nouveautés, ils connaissent les goûts des lecteurs, ils sont à l'écoute de leurs lecteurs et ils ont ce savoir-faire indispensable pour une librairie en ligne. Le deuxième aspect, c'est qu'on proposera des frais de port très réduits pour les lecteurs du monde entier. Et ça, ce sera un élément différenciant très fort. Oui, on en vient à cet indispensable élément qui est la logistique derrière, hein, l'offre globale qu'on propose. Hein. C'est ça aussi ce qui fait la force des grandes plateformes. Et là, vous avez décidé de vous aligner sur le coût d'acheminement, par exemple. Oui, tout à fait. La logistique, effectivement, c'est un facteur clé de succès quand vous travaillez dans le e-commerce. Tous les marchands sur Internet le savent bien. Et il faut travailler à la fois votre logistique amont, c'est-à-dire être capable d'aller identifier où acheter vos produits, donc en l'occurrence pour nous des livres, savoir où les trouver et les apporter rapidement. Et puis la logistique aval, c'est-à-dire être capable de livrer dans toutes les destinations avec une bonne qualité de service. Bon, ce sera prévu pour le premier semestre 2021, cette nouvelle boutique en ligne. Vous allez pouvoir vous appuyer sur un blog que vous avez créé, l'Ireka. Hein, c'est la contraction entre lire et Eureka. Exactement. Nous avons créé ce blog pour commencer à rassembler une petite communauté autour de notre projet. Nous avons environ 6500 fans sur Facebook, une petite audience, et nous comptons monter en intensité début 2021. Comment est-ce qu'on fait? Quels sont les ingrédients, en résumé, pour faire une bonne plateforme en ligne qui touchera le public? Les ingrédients sont très simples. Ils sont un peu ceux que j'évoquais tout à l'heure. Il s'agit de proposer le plus grand nombre de livres possible. Donc, il faut viser des centaines de milliers, voire des millions de livres. Donc, un magasin très riche. Un magasin très, très riche. Deuxièmement, des prix qui soient attractifs. Et ces prix incluent notamment les frais de port, puisque c'est un élément important dans la décision d'achat. Et puis, une très bonne qualité de service de bout en bout. Merci beaucoup pour vos témoignages. Merci Alban Grandazzi d'avoir été avec nous. Merci Marc Bordier. Dans un instant, focus sur le nouveau départ de la célèbre biscuiterie Louva à Saint-Joire-en-Valdaine. Créée en 1954, elle vient d'être reprise par un binôme d'associés très vite convaincus du potentiel de l'entreprise et séduits par la motivation des 11 salariés. La biscuiterie ainsi sauvée doit maintenant se réinventer. Une belle histoire née du confinement du printemps, découverte dans un instant.
Classe Affaires, le club de l'économie en Isère, retour sur le plateau de Télé Grenoble avec Alain Denisot, notre consultant. Et dans un instant, visite de la biscuiterie Louva à Saint-Joire-en-Valdaine. 66 ans après sa création, elle vit un tournant dans la douceur. Ou comment se réinventer tout en conservant de précieux atouts. Reprise il y a quelques mois, elle revoit ses gammes de produits et son marketing. Avant cette découverte, il y a bien sûr la traditionnelle question de l'internaute. Dans Classe Affaires, vous pouvez poser vos questions à Alain Denisot qui y répond. Alain, cette semaine, une question un peu particulière d'Emeric qui nous interroge sur les avantages pour un non-professionnel de proposer des locations meublées. Oui, alors il y a des avantages qui sont principalement de nature fiscale. Donc, proposer des locations meublées, c'est bien sûr investir dans un appartement, dans un studio, et puis l'équiper pour que le locataire puisse l'utiliser, on va dire, immédiatement, sans apporter son équipement et son mobilier. Les avantages, donc je le disais, sont principalement fiscaux, avec deux options. La première option, c'est de pouvoir déduire 50% des revenus si ceux-ci ne dépassent pas 23 000 € par an ou 50% des revenus professionnels, de ces revenus qui sont soumis à l'impôt sur le revenu autoprogressif, donc c'est assez intéressant. Et la deuxième option, qui est peut-être encore plus intéressante, c'est de pouvoir déduire des loyers encaissés, finalement des revenus, l'ensemble des charges qui sont liées à l'appartement. Donc ces charges pouvant être bien sûr les charges de rénovation, les intérêts des emprunts, tous les éléments qui vont l'amortissement du bien et des meubles qui sont dans cet appartement. Donc au global, on a un système fiscal qui est assez attractif. Alors il y a des systèmes un peu périphériques qui ont été construits autour, notamment le Saucier Bouvard, qui permettent de bénéficier de ces avantages avec un amortissement supplémentaire du bien, mais qui sont fléchés sur notamment des supports médico-sociaux ou de tourisme. Globalement, c'est aussi une capacité à se créer des revenus, notamment pour la retraite. Donc on a un dispositif qui permet à la fois d'allier des avantages fiscaux, de déduction des loyers encaissés, puis d'avoir des revenus réguliers. Donc c'est un avantage assez séduisant pour les investisseurs qui souhaitent diversifier leur patrimoine. Merci Alain. Si vous aussi vous voulez des précisions sur une notion économique, sur un mécanisme financier ou fiscal, n'hésitez pas, écrivez à Alain Denisot, classeaffaires@telegrenoble.net, c'est son adresse. Des moelleux au caramel, des rochers rhum raisin ou des cocos passion, quel gourmand peut résister à une telle proposition? Un savoir-faire de plus de 60 ans, une notoriété exemplaire et des salariés motivés. Quel entrepreneur peut rester de marbre devant un tel potentiel? À Saint-Joire-en-Valdaine, la biscuiterie Louva vient d'être reprise et son avenir s'éclaircit. Il y a pourtant encore du pain sur la planche pour inventer de nouveaux produits, revoir les gammes, re-questionner le marketing. Un défi qui a séduit Christelle Yvangine Boger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes co-repreneur donc, de cette biscuiterie historique. C'est une nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez, un nouveau défi qui est né, je le disais, pendant le confinement du printemps. C'est ça. C'est donc perte d'activité totale pour moi qui était dans l'événementiel. Et après 2 semaines à rester à la maison sans rien faire, étant donné que je suis un petit peu hyperactive, il a fallu que je cherche vite fait un sens. J'avais la chance d'avoir mon mari qui était l'expert comptable depuis 10 ans de cette entreprise et qui m'avait parlé déjà depuis de nombreuses années, depuis 3 ans, de cette entreprise qui était en vente. Et il m'en a reparlé pendant le confinement et je suis allée voir. Et en 2 jours, j'ai dit, allez, c'est parti, on tente l'aventure avec mon associé qui a été aussi dingue que moi pour relever le défi. Oui, c'est un associé d'ailleurs qui était un de vos anciens fournisseurs et qui est devenu votre associé. Voilà, c'était mon fournisseur de vin de Savoie et donc il était dans la même situation que moi et on a dit, allez, on relève le challenge. On va le découvrir dans le reportage dans un instant. En tout cas, vous avez pris votre décision très rapidement en 2 jours. En 2 jours. En 2 jours, donc on connaissait la situation. On a récupéré le bébé avec l'eau du bain et on a dit, allez, on y croit, on se lance. Et c'est un peu une folie entrepreneuriale, mais ça, on n'a pas eu de problème pour partir. Le bébé avec l'eau du bain, c'est gentiment dit. Ça veut dire qu'il y avait quand même une entreprise qui était en situation financière compliquée. Oui, c'était compliqué. Qu'est-ce qui vous a convaincu du coup ?
Alors, le potentiel, c'est vrai que c'était compliqué. Après, il y avait un vrai potentiel, il y avait un vrai outil de production. Il y avait du personnel qui était présent, qui était formé. Il y avait un produit qui faisait rêver. Ce produit est quand même sympathique. Il y avait plein de choses qui faisaient qu'on a... C'est clair que si on avait réfléchi un peu plus longtemps, peut-être qu'on n'y serait pas allé. Mais il ne fallait pas réfléchir, il fallait y aller. Cette entreprise avait besoin de continuer son histoire. Et donc, on va essayer de faire tout ce qu'il faut pour qu'elle continue. Le produit qui fait rêver, je témoigne. Hein, vous nous avez amené un bel assortiment de meringues, de sablés, de nouveaux produits. Quelques exemples de ces produits. Alors, il y a les classiques de chez Louva qui sont les incontournables, les madeleines de Proust pour certains. On a même essayé de changer certaines recettes, mais on est tout de suite revenu sur les recettes de base parce que les gens attendent cette saveur, donc on ne touchera pas les traditionnels biscuits Louva. Après, à nous de créer aussi notre propre gamme. Donc notre propre gamme, ce sera des sablés. On a travaillé donc une texture, des saveurs, des pépites de chocolat pour certains, des arômes naturels qu'on va chercher à Grasse. Et on a retravaillé donc cette gamme. Alors, on ne l'a pas fait tout seul. On a eu la chance de pouvoir travailler avec Patrick Casula, qui lui aussi était confiné. Donc, il était disponible et sur Grenoble. Donc, encore une fois, une grande chance. Un champion du monde. Hein. Un champion du monde de la pâtisserie, rien que pour nous, pendant 2 semaines. Donc, j'ai eu la chance d'être sa petite élève pendant 2 semaines. C'était vraiment très sympathique. Et puis, donc, il m'a appris cette texture. Et après, il m'a dit, tu t'amuses. Tu y mets des pépites de chocolat, tu y mets du caramel, tu fais ce que tu veux. Et après, quand tu auras bien fait ça, on retravaillera une nouvelle texture. Et ainsi sont nées comme ça une dizaine de nouvelles références. Voilà, une nouvelle référence. Et puis là, on travaille aussi très sérieusement sur toute la partie salée. Une gamme salée, tiens. Une gamme salée qu'on ne commercialise pas pour le moment parce qu'on n'est pas encore prêt, mais ça va venir d'ici, je pense, 1 mois. Donc avec du Beaufort, avec des choses diverses et variées que vous découvrirez avec des biscuits de Noël. Tout ça pour une reprise qui, je le répète, s'est produite en juin dernier. Hein. Alors, la biscuiterie Louva a été créée, je le disais, en 1954 par Maurice Louva. Ses enfants, Marie-Yvonne et Gérard, ont pris la suite et souhaitaient passer la main depuis quelque temps avec un objectif, que l'activité et que les 11 emplois en place puissent persister. Petite visite guidée de cette biscuiterie avec ce reportage de Charlotte Faulkner. Les biscuits et les meringues, voilà les produits qui ont fait la renommée de la biscuiterie Louva. Créée en 1954, la biscuiterie était à la recherche d'un repreneur depuis plusieurs années. Un défi que 2 entrepreneurs ont décidé de relever. Frédéric Garanjou, producteur de vin, et Christelle Yvangine Boget, traiteur dans l'événementiel, ont racheté l'entreprise en plein confinement au mois de mai. Samedi, on s'est décidé de venir visiter cette entreprise. Et le lundi, on s'était décidé, le dimanche, on s'est reposé, et le lundi, on s'est décidé de la reprendre. Voilà, c'était une belle aventure, c'était gourmand. Et ça nous plaisait beaucoup, ce côté, les produits régionaux nous plaisaient. Il y avait un lien avec ce qu'on faisait avant, parce que, je veux dire, on retournait dans le côté fabrication de plaisir. Au total, près de 40 variétés de biscuits et meringues sont créées et fabriquées dans l'usine à Saint-Joire en Val-d'Aisne, qui compte 12 salariés. Parmi les principaux clients de la biscuiterie, la grande distribution, les épiceries fines, les grossistes ou encore les professionnels. Ce jour-là, dans l'entreprise, ce sont donc des meringues destinées à un fabricant de glace qui sont créées. En une journée, ce sont près de 70 000 meringues qui peuvent être créées. Le processus de fabrication, on a un planning qui est établi la veille pour le lendemain et les personnes qui arrivent le lendemain savent les productions qui sont à faire selon les commandes et selon les commandes que les gens ont envoyées. Et oui, le matin on arrive, on prépare toutes les fabrications, elles sont taillées dans la journée et emballées par la suite, dans la journée ou au pire le lendemain. On n'a pas de stock et pas de stock qui reste ici. Une fois les meringues et biscuits passés au four, c'est au tour de l'emballage. En moyenne, ce sont 4 500 à 5 000 sachets de 50 à 60 grammes qui sont remplis chaque jour. Alors, au tout début de la machine, on fait un mélange de biscuits. Là, donc, c'est des meringues vanille et des meringues myrtille. Ça monte tout à l'heure un système de tapis. Arrivé en haut, vous avez une grosse coupole qui vibre. Ça tombe dedans et c'est distribué dans 10 petits godets. Et en fait, c'est une association de plusieurs godets qui font le poids final. Après, une fois qu'il y a le poids final, ça tombe dans les sachets, ça tourne dans la clipseuse et ça arrive ici. Quand Christelle et Frédéric ont repris l'entreprise, ils ont décidé de garder la totalité de l'effectif, un choix évident à faire selon eux.
Je pense que c'était fondamental. Parce que je veux dire, quand on parle de produits régionaux, je veux dire, on ne parle pas que de produits régionaux. Il y a une histoire. Je pense que les gens qui travaillent ici, et en tout cas nous l'auront fait ressentir, il y a un attachement à cette entreprise. Je veux dire, ils ont travaillé avec 2 générations de cette famille. Donc maintenant, aujourd'hui, ils travaillent avec nous. Ils ont le savoir. Donc ces gens-là sont la mémoire de l'entreprise quand même. Comme de nombreuses entreprises, la biscuiterie a été touchée par la crise du Covid, mais les nouveaux dirigeants sont confiants. Depuis la reprise, le chiffre d'affaires de l'entreprise aurait doublé. Alors, il va doubler dans les 2 ans qui viennent. On ne va pas aller trop vite. La reprise ne date que du mois de mai dernier. Je voulais qu'on revienne sur l'effectif et les collaborateurs qui sont avec vous. Certains avaient jusqu'à 37 ans d'ancienneté. Oui, je crois même que c'est un peu plus. C'est incroyable. Ça a été vraiment la grande surprise. Pas de turnover dans cette société. Et donc des gens qui sont là depuis des années, qui ont travaillé avec le père Louva, avec les enfants Louva. Et des gens qui nous ont accueillis aussi, et ça on le dit assez régulièrement, on ne serait jamais allé aussi vite sans eux. Donc on garde les compagnons, on garde le nom de l'entreprise, il n'est pas question de le changer, on garde la localisation à Saint-Joire-en-Valdaine, donc rien ne change. Alors rien ne change, mais tout change. Mais tout change, on est quand même les premiers à reprendre l'entreprise sans s'appeler Louva. Mais voilà, on va garder l'histoire, c'est tellement beau de garder les histoires. On va garder, puis on va essayer d'être aussi fort que tout ce qui s'est passé depuis 66 ans. Donc, adaptation des produits, on l'a vu, avec du coup les sablés qui arrivent, la gamme salée, avec une gamme premium peut-être. Ouais. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a voulu faire depuis le démarrage. Donc, chaque chose en son temps, parce qu'effectivement, tout le packaging aussi a été refait. Donc, on a travaillé avec une agence de com qui, pour la petite histoire, était une de mes clientes. Qui devient fournisseur. Voilà, ma plus grosse cliente qui est devenue maintenant mon fournisseur. Donc, ça, c'est encore une belle histoire qui continue. Et donc, on a déjà refait tout le packaging. Et pour la marque Premium, on sait ce qu'on va mettre à l'intérieur. On connaît le packaging. On ne va pas tout lancer d'un seul coup aussi parce que le but du jeu, c'est d'avoir des nouveautés, mais assez régulièrement et ne pas étouffer le client avec tout ce qui se passe aujourd'hui, puisqu'il y a déjà beaucoup de nouveautés. Mais je pense qu'on sera prêt d'ici janvier-février. Ça veut dire qu'on va donc revoir la gamme, je l'ai dit, revoir aussi le marketing, vous évoquiez le packaging, les circuits de distribution. Oui, on va vraiment essayer de travailler avec les épiceries fines, des petits, par exemple, j'ai eu au téléphone hier une fleuriste qui voudrait mettre des biscuits pour faire des coffrets. Tout ça, ça nous intéresse, tout ce relationnel avec des petits commerçants nous intéresse vraiment. Donc on va faire des plus petits packaging pour que ce ne soit pas aussi gros. On va faire ce qu'il faut pour s'adapter avec eux et ça nous plaît, cette clientèle. Bon, l'objectif, on le disait, alors l'équilibre de l'entreprise est à 1 million de chiffre d'affaires. L'objectif, c'est de le doubler dans les 2 ans qui viennent, c'est ça ? Écoutez, on espère, on croise les doigts. Il y a le potentiel. Il y a le potentiel au niveau de la clientèle, au niveau de l'outil de production. Maintenant, à nous de faire ce qu'il faut, de mettre les bonnes stratégies en place pour y arriver. Bon, là, vous nous avez donné faim, on va goûter. Alors oui, quand même, quand on parle de rentabilisation d'une entreprise, il y a aussi la chasse des coûts cachés et des pertes. Et vous avez intelligemment fait ça avec ce nouveau produit. Alors, c'était quelque chose, j'ai tout de suite été très surprise par la quantité de pâte qu'il restait quand on nettoyait les machines. Donc, c'est de la pâte qui n'est absolument pas abîmée ou dans lesquelles il n'y a pas d'impureté. Elle se trouve dans les rouleaux. Mais quand on arrête donc, les presses, on a à peu près entre 6 et 8 kilos de pâte. Et donc, cette pâte n'était pas réutilisée. Et je trouve ça vraiment très dommage. Donc là, on a fait notre premier essai avec des rochers coco. Donc les rochers coco, des fois, ils s'abîment. Donc on les a mis en plaque, on les a refait dorer et on les a nappés de chocolat, ce qui fait un système de bounty. Alors c'est pas léger, bon. Ça sent très bon. C'est pas très léger, mais c'est très bon. Voilà, on va les couper en grosses lamelles et puis ça permet d'avoir un produit qui est issu de... C'est 0 déchet. L'objectif, c'est 0 déchet. Ce sera pour moi, je le dis. Oui, celui-là, je garde pour moi. Bon, donc, on revoit les circuits de distribution. Je le disais, on fait une nouvelle gamme. En revanche, et on en a parlé dans la première partie de l'émission, pas de vente en ligne. Alors, on a essayé de s'envoyer un colis à nous-mêmes. Donc, on s'est envoyé un colis à l'entreprise et j'avoue que le résultat était plus pour un crumble que pour un biscuit quand même. Donc, c'est fragile. C'est très fragile. On respecte le produit. Voilà. Après, c'est des grandes discussions que nous avons avec mon associé.
on a décidé de mettre en valeur le produit, pas au détriment de la qualité. Effectivement, on pourrait mettre des conservateurs, on pourrait mettre des produits qui durciraient notre biscuit. Mais pour le moment, on n'est pas du tout prêt. On espère ne jamais devoir faire ça. Mais voilà, notre biscuit est fragile quand même. Donc, envoyer ça dans un colissimo ou dans un paquet quelconque, je ne pense pas que ce soit le vrai circuit de distribution. Le mieux, c'est d'aller visiter, parce que l'entreprise se visite. Quand on sera libéré et déconfiné, on pourra aller visiter l'entreprise à Saint-Jean-en-Valdaine. Il y a une boutique et il y aura des colis de Noël là, qui vont se mettre en place. On va mettre en place des colis de Noël avec plein de choses à l'intérieur. On travaillera avec des partenaires. Ensuite, on va également aussi faire de l'événementiel. Je suis désolée, mais... On chasse pas le naturel comme ça. Je suis désolée, je l'embarque avec moi, ma passion. Donc, on va mettre en place de l'événementiel. On va faire des cours de pâtisserie. Donc, les entreprises pourront venir pâtisser et repartir tous avec 5 kilos de gâteaux. On va faire des soirées dégustation avec de vrais... On va demander aux gens de devenir des experts en travaillant les textures, les saveurs, tout ça. Et on fera des fiches techniques, on sera très sérieux. Et on fera évoluer les produits ensemble parce que l'objectif, c'est que ça puisse satisfaire tout le monde. Voilà, faire travailler une communauté. Ouais, ça aussi, et ça, c'est très important pour nous. Alain Denisot, une reprise donc, qui a eu lieu en mai, déjà beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, un business plan, on le voit, qui a été bien pensé. Moi, ce que je trouve remarquable, et ça résonne avec ce que nous sommes, Caisse d'épargne, c'est cette capacité par les deux associés repreneurs, et bravo madame, à tout changer pour que rien ne change. Finalement, conserver l'histoire, les fondamentaux, la qualité, les collaborateurs, bien sûr, les processus, l'implantation. Tout ça ne change pas, et pour que tout ça ne change pas, il faut tout changer. Voilà, je crois que c'est un bon aphorisme de ce que l'on doit faire dans la vie. C'est finalement, si on veut garder ses racines et ses valeurs, il faut savoir évoluer dans les sens positifs. Et félicitations, parce que la période n'est pas facile. Mais je peux vous dire qu'à distance, c'est très appétissant, ça donne très envie de venir vous voir et de déguster tout ça. On va vous en garder un petit peu, je crois qu'on se voit dans quelques semaines, on va vous en garder un petit peu, Alain. Merci en tout cas d'avoir été avec nous à distance, Alain Denisot. Merci beaucoup. Christelle Yvangine-Bauger, merci également d'avoir fait le déplacement et d'être venu nous mettre l'eau à la bouche. Merci. Merci à tous, merci de votre fidélité. Classe à faire, à voir ou à revoir sur télégrenoble.net et rendez-vous bien sûr très vite sur Télégrenoble pour un nouveau voyage en classe à faire dans le club de l'économie en Isère. C'était Classe Affaires avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord-Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.